Et là, vraiment, on va vraiment reprendre. Vous allez m'excuser, mais je vais encore vous redemander, M. Nzor, merci beaucoup pour déjà d'accepter les aléas du direct et d'accepter de reprendre avec nous ce direct. Je vais vous demander si vous pouvez encore une fois vous présenter en nous parlant de manière assez brève de votre parcours. Merci beaucoup, Monsieur Caius, de me donner cette opportunité de m'exprimer devant vos auditeurs. Je suis Monsieur Dion Gabriel Patrick. Oui. Je vais vous parler de façon brève de mon parcours, d'abord scolaire et universitaire, Oui. ensuite associatif et politique. D'accord. Alors, sur le plan scolaire et universitaire, eh bien, j'ai fait mes études primaires à l'école Saint-Michel, actuellement Pierre Ntiété. Après, je suis allé au collège. Pierre Ntiété, c'est situé vers où? Wenze, Mungali? C'est à Wenze. D'accord. À Wenze, moi j'habitais à Mpila, donc c'est à Wenze. Oui. Et après, donc, avoir obtenu mon CEP, certificat d'études primaires élémentaires, Oui. à l'école Pierre Ntiété, donc Saint-Michel, je suis allé donc au collège Gangue-Édouard, où j'ai fait donc mes 4 ans pour obtenir mon BMG, brevet d'études moyennes générales. Aujourd'hui, on parle du BPC. Oui, aujourd'hui on parle du BPC, bien sûr, c'est l'équivalent. D'accord. Et après, ça m'a donné accès au lycée technique du 1er mai, Oui. où j'ai fait donc mes études du lycée là-bas, dans une série qu'on appelle BG, donc économie. Et là-bas, donc j'ai obtenu mon baccalauréat. Après avoir obtenu mon baccalauréat, le gouvernement congolais m'a envoyé en Europe pour faire mes études supérieures, notamment dans un pays qu'on appelle la Roumanie. Oui. Et là-bas, les études se font en langue roumaine. J'ai passé 1 an dans une ville qu'on appelle Cluj-Napoca, à l'université de philologie Cluj-Napoca, où j'ai appris la langue roumaine en 1 an, obtenant ainsi un certificat d'aptitude en langue roumaine qui m'a donné accès à rentrer à l'Académie des sciences économiques de Bucarest, notamment dans la faculté de cybernétique, statistique et planification économique. Et là, j'ai fait tout mon cursus. Donc, licence, master 1 et 2S, diplôme d'études supérieures, jusqu'au doctorat. Donc, je suis, de par ma formation universitaire, docteur en sciences économiques. Sur le plan professionnel. Et vous enseignez, en tant que docteur en économie, vous enseignez en France? Oui, j'enseigne en France. Sur le plan professionnel, donc je disais, je suis prof. Oui. J'enseigne l'économie, la gestion, le droit et le management. Je prends les jeunes qui préparent leur BTS, leur licence, et je m'arrête au Master 1. Bon, je fais des jeunes de cours la journée, oui, dans un centre de formation qu'on appelle Proméo, et le soir, je donne des cours au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, où je prépare les jeunes ingénieurs à un diplôme au diplôme d'ingénieur. Je leur donne des cours de management des entreprises. D'accord. Sur le plan associatif, je suis très investi. Je suis président de plusieurs associations que j'ai créées et que je dirige encore. D'autres, je suis devenu président d'honneur. Donc, je suis président d'une association qu'on appelle DAD, Dynamique africaine pour le développement. Oui. Je suis président d'honneur d'une association qu'on appelle ASOCREF, Association européenne des anciens étudiants congolais de Roumanie en France. Je suis président d'une ONG, l'Agence internationale pour le développement de l'écriture négro-africaine, le Mandombe. Je fus secrétaire général de l'association SDA, Synergie et Développement de l'Afrique. Je fus également secrétaire général de CRJ France. C'est un think tank, un centre de réflexion des jeunes congolais de France. Je fus également secrétaire général de l'association Mwanandea. Et voilà. Maintenant, sur le plan politique, j'ai commencé à militer depuis très longtemps, depuis mon jeune âge, oui, depuis la Roumanie. J'étais membre de l'UJSC, Union de la jeunesse socialiste congolaise. Oui. Ensuite, en 1990, je suis rentré au PCT. Et depuis lors, je suis militant du PCT. Donc là, actuellement, je suis président de la fédération PCT France. Et au mois de décembre dernier, j'ai été hissé au rang, avec les autres, au rang de membre du comité central du Parti congolais du travail. Voilà succinctement ce que je peux dire à vos auditeurs. D'accord. En tant que membre du comité central, ça veut dire que vous avez votre parole, elle porte, vous êtes écouté, et vous arrivez donc à faire passer des messages. Il y a cette relation que vous avez entre le PCT. Est-ce que quand vous donnez votre point de vue, on peut dire que vous êtes écouté? Bien sûr, en tant que membre du comité central et de surcroît président d'une fédération. D'accord. Alors moi, on va venir sur le PCT plus tard. On va d'abord commencer par l'actualité. Vous êtes en France, vous avez vécu le confinement. Vous êtes en train de vivre le déconfinement. Comment cela s'est passé pour vous, que ce soit sur le plan professionnel surtout? Comment ça s'est passé?
Eh bien, actuellement, donc je préside la fédération donc depuis le 21 juin 2014. Le déconfinement, eh bien, dans les difficultés, nous Oui, avons pu imposer à travers les actions politiques menées en France, où rien n'est gagné d'avance, oui, puisque la France, comme vous le savez, constitue le réservoir des oppositions extrêmes des pays africains. Aujourd'hui, nous sommes à la veille du renouvellement des instances du parti en France et au Congo, puisque, comme vous le savez, nous avons terminé le 5e congrès en décembre. Actuellement, depuis aujourd'hui d'ailleurs, au Congo, on a commencé le renouvellement des instances. Alors, le confinement, nous l'avons vécu vraiment très, très, très difficilement, comme tout le monde. Hein. Passer de la liberté à une semi-liberté ou à une sorte de restriction de la liberté, une sorte de prison mais à ciel ouvert, c'est oui, compliqué, surtout ceux qui habitent dans les appartements. oui. Ça, c'est de un. Mais de deux, vous savez que les gens non seulement n'avaient pas la possibilité d'aller travailler, il y a eu même des gens qui ont été mis pur et simplement au chômage technique. Bon, moi, j'ai eu la chance quand même en tant que prof, on m'a converti pour faire des cours en ligne. Donc, nous donnons des cours en visioconférence. Donc, le confinement, c'est vraiment, nous l'avons vécu très, très, très difficilement. Mais nous pensons qu'actuellement, depuis 2 semaines, nous sommes en train de passer, comme vous le savez, à la phase du déconfinement, où nous allons tout doucement, reprendre le cours normal de notre vie, mais avec un changement comportemental radical, hein, puisqu'il y a des règles, des gestes barrières qu'on doit adopter, des règles de distanciation qu'on doit adopter. Nous allons donc continuer. Vous étiez en train de nous expliquer que les changements, le déconfinement et qu'au Congo, les populations qui ont vécu le déconfinement, on ne pouvait pas dire que le PCT n'a rien fait pour les aider. Alors, on peut dire, Monsieur Cayus, que Oui, le bilan du PCT pendant le coronavirus est le suivant. Le PCT a organisé des quêtes. La première quête organisée par le PCT s'évaluait à 50 millions de francs CFA. Et tout de suite après, il y a eu les partis politiques de la majorité présidentielle qui ont emboîté le pas oui, et on a mis en place ce qu'on appelle le Fonds national de solidarité pour la lutte contre le Covid-19. d'accord. Les partis de la majorité présidentielle ont emboîté le pas, les partis de l'opposition ont emboîté également le pas parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement le PCT, c'est le parti leader, a donné le là, ils se sont rendus également compte que le coronavirus n'a pas une coloration politique. Hein. Ça ne frappe pas que les membres du parti, que les trams, mais ça frappe tout le monde. Tout à fait. Ensuite, les personnalités politiques ont emboîté également le pas, les associations, les ONG, les entreprises, et tout le monde a commencé à organiser des quêtes et à donner, et ainsi donc le Fonds national de solidarité a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Deuxième étape, le PCT a également confectionné des milliers et des milliers de masques et a commencé à les distribuer gratuitement aux populations du Congo, notamment dans les 12 départements de notre République. Comme vous le savez, le PCT, c'est le seul et l'unique parti qui est implanté dans les 12 départements du Congo. Et ensuite, le Bon, PCT on sait que le a PCT également existe depuis au moins 69, donc les 69. autres partis sont Voilà. encore Nous jeunes. Hein. avons 50 ans aujourd'hui. D'accord. Nous avons 50 ans aujourd'hui, Donc les effectivement. autres partis sont encore jeunes, d'existence. donnons autant de pouvoir aussi faire, comme on dit, leurs dons. Tout à fait, vous avez raison. Oui. Et le PCT a également contribué à distribuer 50 millions sous forme de dons dans les orphelinats, dans les quartiers pauvres de la ville de Brazzaville, de la ville de Pointe-Noire et de Dolisie. Alors, dans les conséquences, c'est que par rapport à la dynamique du PCT, Oui. et cela a eu un effet d'entraînement, ça a entraîné à ce que toutes les associations, tous les autres partis politiques de la majorité ou de l'opposition, les personnalités politiques, les grandes institutions du Congo, le gouvernement lui-même, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la Chambre, donc, ont commencé également à distribuer des dons de masques gratuitement aux populations. Donc, voilà à peu près le bilan du PCT pendant le coronavirus. Maintenant, nous allons, comme vous le savez déjà, on a prolongé 20 jours au Congo pour le déconfinement total. Donc, le PCT continuera à travailler, surtout que nous avons un grand agenda que vous connaissez très bien, l'agenda 2021. Nous continuons à travailler. Nous avons mis en place déjà des groupes de réflexion. On viendra à l'agenda 2021. On viendra. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Oui. Voilà donc le bilan que l'on peut dresser de ce qu'a fait le PCT pendant et ce que nous ferons après le déconfinement. D'accord. Vous avez un bilan qui est très positif. Les Congolais, ils ont un autre bilan. Les Congolais ont montré des images où ce qui leur était distribué ressemblait plus à l'époque, comme on entendait dire l'Éthiopie,
à une alimentation pour une personne, pour des familles où il y avait, en général, le Congo, c'est une moyenne de 5 personnes, et vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi, pendant les confinements, les policiers se sont mis à taper les Congolais, pourquoi, pendant le confinement, le couvre-feu était devenu pour les policiers un moyen de s'enrichir, et surtout, aujourd'hui, il y a une polémique, vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Les Congolais pensent qu'aller à l'hôpital, c'est aujourd'hui, toute maladie est justifiée par le Covid-19 et les gens sont pratiquement pas soignés, mais plutôt emmenés vers la mort quand ils vont à l'hôpital. Alors, Monsieur Caillou, j'ai beaucoup de respect pour vous. Oui, merci Il faut beaucoup. savoir que le jeu de l'opposition, comme on dit en français, c'est de bonne guerre. Hein. C'est tout à fait normal que les gens qui sont à l'opposition puissent voir que les dons qui sont distribués ne sont pas de bonne qualité, les dons qui sont distribués ne sont pas de quantité suffisante. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, faut pas généraliser, faut pas faire, comment on appelle ça, une induction mathématique incomplète. On peut pas partir d'un comportement d'un policier, de 2 policiers, de 5 policiers pour salir toute une fonction régalienne, comme la police nationale, comme la gendarmerie. C'est parce que 2 policiers, 3 policiers auront eu un comportement regrettable, bien sûr, que nous allons généraliser que toute la police congolaise est comme ça. C'est exactement, M. Cayous. Oui. Si vous dites que, voilà, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis? Vous voyez ce qui se passe en France? Oui, tout à fait. Aux États-Unis avec mon frère Black, comment vous l'appelez, M. George Floyd. Et puis ici en France avec Adama Traoré. M. Adama Traoré. Voilà. Oui. Est-ce qu'on peut dire que toute la police française est raciste? Est-ce qu'on peut dire que toute la police américaine est raciste? Non. Mais il y a des éléments, il y a des policiers racistes au sein de la police américaine. Alors pourquoi on ne les sanctionne pas, puisque vous citez l'Amérique est un bel exemple. Les Américains ont arrêté ces policiers, les ont mis en prison. Et pourquoi vous dites que on peut pas, et c'est vrai qu'on ne peut pas généraliser parce qu'il y a des policiers qui font bien leur travail, peu importe le pays. Alors pourquoi les Congolais ont le sentiment qu'à Brazzaville, au Congo, ils ne sont pas sanctionnés? Bah, heureusement, vous dites que ce n'est qu'un sentiment. Oui, est-ce que est-ce tout qu'ils doit sont être sanctionnés? médiatisé comme monsieur Caillou, est-ce que toute l'activité sociale, toute l'activité politique, toute l'activité économique est médiatisée? Non. Il y a des choses qui se passent, nous ne savons pas. Vous pensez que tous les actes d'injustice qui se passent au Congo doivent être médiatisés? Mais je pense qu'un pays... Non, je pense que dans l'état de notre... Excusez-moi de vous interrompre. Dans l'état de la nation congolaise où vous voyez bien qu'Internet a pris le pas sur tout et qu'il y a ce qu'on appelle des fake news et des vraies news, vous ne pensez pas que la communication est un point pour un État, est un point important? Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que la communication est un point extrêmement important. Donc informer les gens que la police travaille, mais elle est aussi sanctionnée quand elle ne fait pas bien, vous ne pensez pas que ça soit important pour les Congolais de le savoir? Oui, mais ça c'est votre travail à vous. C'est le travail de la presse. Donc il appartient à la presse nationale publique et la presse nationale privée de faire son travail. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, on a refusé à ce que DRTV, on a refusé à ce que la radio nationale, on a refusé à ce que la presse écrite puisse signaler les faits de violence constatés dans la police? Non, on ne parle pas de dénoncer parce que la presse fait son travail. Ce qu'on dit, c'est sanctionner. Si vous dites que le travail est fait dans les sanctions qui s'imposent, comme on dit, il est bien de communiquer. Pas vu, pas pris. Si des cas de ce genre que vous dites ont été enregistrés, sont connus, et que la police... Il y en a un qui est très célèbre, c'est celui du professeur. Ou quoi? Si la justice a été le conseiller du Premier ministre. Ils doivent être sanctionnés. Le Premier ministre a un conseiller. Le Premier ministre congolais a eu son conseiller qui s'est fait un peu bousculer. Ça, c'était un cas très précis. On n'a pas de suite. La presse n'est pas informée des suites. Bon oui, la presse n'est pas informée, mais peut-être qu'il y a eu des suites. Moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Tout à fait. Mais peut-être qu'il y a eu des suites. On ne sait pas. D'accord. Personnellement, moi, je ne sais pas s'il y a eu des suites, il n'y a pas eu des suites. Mais je pense que nous sommes un état de droit. Si des actes posés, des actes de violence sont posés par les agents de l'État, notamment par la police, s'ils sont pris sur le flagrant délit, je pense qu'ils doivent être présentés devant la justice. Vous pouvez dire aujourd'hui aux Congolais qu'au Congo, la justice, elle est juste. Je pense que, comme dans tous les pays du monde entier, il peut y avoir des écarts, il peut y avoir de la perfectibilité en matière de justice, mais la justice au Congo, nous sommes un état de droit. Nous avons les institutions qui fonctionnent normalement, nous avons aussi une justice qui fonctionne normalement. Mais non, il peut y avoir des écarts, ça, il n'y a pas de souci. Je peux le concevoir. En France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout, il peut y avoir aussi des écarts de justice, mais la justice fonctionne au Congo. D'accord. Alors je vous pose une question toujours sur l'actualité. Vous avez vu comment on est passé du cas de
des États-Unis à celui de la France avec Adama Traoré. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'association Black Lives Matter, c'est-à-dire que la vie des Noirs, elle est aussi importante que celle des autres. Cette association est passée sur un autre niveau. Elle dénonce désormais les noms des rues ou des monuments qui représentent le passé esclavagiste et colonial. Et les gens demandent que ces monuments ou ces statues, même les rues, si elles peuvent rester, mais qu'on explique aux gens le nom de la rue, d'une personne, ce que ça veut dire, comme la station, par exemple, Galigny en France, ou les statues Christophe Colomb qu'on ne veut plus voir. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de faire les choses et de voir, de dire que ces monuments-là n'ont pas leur place? Je suis d'accord. Je pense que c'est une très bonne manière de voir les choses. Et on peut aller encore plus loin, M. Kayous. Oui. Non seulement on doit donner la symbolique historique de ces monuments, de ces rues, mais on peut aller plus loin, M. Kayous. Pourquoi? Vous remarquerez, que ce soit en Grande-Bretagne, là où tu résides, que ce soit chez nous ici en France, que ce soit aux États-Unis, pourquoi dans les manuels scolaires, pourquoi dans les programmes universitaires, les programmes d'enseignement, depuis l'école primaire, le collège, le lycée, on n'inclurait pas l'histoire de la traite négrière, l'histoire de la colonisation, l'histoire du commerce triangulaire, Afrique, Europe, Amérique. Si on introduit ça, vous allez voir que les gens seront éclairés pour voir quel a été le rôle de des Africains dans la construction de l'Europe, dans le développement de l'Europe, dans la construction de l'Amérique, dans le développement de l'Amérique. Et vous verrez que ça va, cette culture, une fois médiatisée, une fois connue par les peuples américains, les peuples européens, ça va réduire le racisme. Les gens sont dans l'ignorance totale. Ils pensent que les Blacks n'ont pas contribué. Ils sont un épiphénomène dans l'histoire. Les gens ne savent pas la contribution, le rôle, l'importance de la race noire, l'importance des Africains en Europe, l'importance des Africains dans le développement de l'Europe, la construction de l'Europe. Et c'est normal qu'ils puissent avoir des attitudes comme ça. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. On peut encore aller plus loin. On peut encore aller plus loin. On peut encore aller plus loin. Vous savez, à Paris, si vous avez dit été, nous avons un musée très célèbre, qu'on appelle le musée du quai de Branly. Quai de Branly, oui. Voilà, vous trouverez là-bas toutes les statues ont une origine pratiquement africaine. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Est-ce qu'il ne serait pas temps également qu'on restitue à l'histoire ce qui lui appartient, à l'Afrique ce qui lui appartient? Donc on peut aller plus loin. Donc, moi, s'il y a une action politique à faire de la société civile, demandez au gouvernement des États européens d'introduire dans les manuels de l'histoire, dans les programmes de l'histoire, de l'école primaire jusqu'à l'université, l'histoire de l'Afrique aussi. Parce que nous, en Afrique, tu le sais, Kayous, toi et moi, nous avons étudié en Afrique, au Congo, nous avons appris tout de l'Europe. Nous avons appris qui était la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, nous avons appris Charles de Gaulle. Est-ce que c'est la faute des Occidentaux qui font les programmes scolaires africains, ou ce sont aux Africains et aux dirigeants africains de faire ça, d'enseigner l'histoire africaine aux Africains? Je suis d'accord, il appartient aux gouvernements africains de prendre leurs responsabilités pour changer. C'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Parce que nous, les Africains, nous sommes toujours complexés vis-à-vis du blanc, vis-à-vis des Européens. Nous pensons que si nos programmes scolaires ne sont pas calqués sur les programmes européens, eh bien, nous ne serons pas pris au sérieux. Voilà pourquoi nous calquons, que ce soit le programme de mathématiques, le programme d'histoire, le programme de la géographie, le programme de la physique, de la chimie, de la biologie, de STVT, de toutes nos matières, nous les calquons sur les programmes européens. Donc, il appartient au gouvernement africain d'être autonome, indépendant, de pouvoir mettre en place des programmes, qui tiennent en ligne de compte l'universalité des sciences, mais également de la réalité africaine. Apprendre aux Africains l'Afrique. D'accord. Alors donc, le PCT qui, lui, aujourd'hui, a la majorité au pouvoir, ceci peut être un de vos programmes depuis que vous êtes au pouvoir. Pourquoi ça n'est pas apparu? Pourquoi dans les manuels des enfants, vous n'avez pas pensé à ça? Ça m'amène à vous poser une autre question. Vous allez répondre sur la même lancée du tribalisme. Pourquoi, en France, d'accord, en France, sur le racisme, en France, vous le voyez, le débat, comme vous dites, il faut aller plus loin, il faut vraiment enseigner. Mais nous avons, nous, Congo, une capitale qui s'appelle Brazzaville, un monument, le mausolée de Brazza. Le professeur Théophile Obenga avait soulevé le problème. Comment se fait-il que nous, aujourd'hui, en 2020, on puisse, comme ça, accepter que notre capitale ait un mausolée qui porte le nom d'un colonial qui rappelle au moins une période sombre de notre vie, puisse encore continuer? Est-ce qu'il n'est pas temps de changer le nom de Brazzaville et de ne pas avoir un mausolée de Brazza au Congo? Écoutez, ça c'est un problème hautement politique, c'est un problème qui nécessite un grand débat qui ne va pas s'arrêter
à notre niveau infinitésimal à toi et moi. Non, mais comme le professeur Théophile Bengas avait soulevé ce problème. Oui, je pense, de par l'histoire, nous le savons très bien, oui. Avant que Pierre Savonneau de Brazzaville ne vienne, comme les Blancs le disent, découvrir Brazzaville, Brazzaville existait. Comme mais pas avec ce nom, bien sûr, c'était une fois ville. Voilà. Donc, un débat peut être amorcé là-dessus, une réflexion peut être faite là-dessus, pour voir pourquoi ne pas débaptiser. Le débat n'est pas nouveau, hein. Il a été posé aussi en 1980, lorsque la ville de Brazzaville a eu 100 ans. On nous a, le gouvernement français nous a donné le cadeau que vous connaissez, oui. Le pont du centenaire. Le débat était déjà lancé à l'époque pour voir pourquoi on ne débaptiserait pas la ville de Brazzaville en lui donnant son ancien nom, soit Mfoaville, soit un autre nom. C'est un débat qui mérite d'être posé. Maintenant, en ce qui concerne le musée, chaque pays est libre de pouvoir organiser, créer autant de musées qu'il veut en fonction des nécessités historiques. Nous, le Congo, nous avons été historiquement colonisés par la métropole française. Oui, mais en ce moment-là, pourquoi on ne construit pas le mausolée, le mausolée du roi Congo, du roi Luango et puis du roi Makoko? Pourquoi on construit le mausolée Alors, je pense, Caius, avec tout le respect que je te dois, oui? Il n'y a aucune législation au Congo qui interdit la construction d'un mausolée pour le roi Makoko, du roi Luango, etc. Oui. Il n'y a aucune législation qui l'interdit. Donc aujourd'hui, s'il y a des investisseurs étrangers, s'il y a des particuliers, si le ministère de l'Environnement ou le ministère du Tourisme trouve la nécessité de la culture, trouve la nécessité d'investir pour la construction d'un mausolée sur le roi Luango, d'un mausolée sur le roi Makoko, d'un mausolée sur notre chefferie, eh bien, je pense que c'est pas mauvais, ce sont de bonnes idées. D'accord. Ce sont de bonnes idées, moi je suis pour. D'accord. Mais je ne suis pas pour la destruction du mausolée Pierre Savonneau de Brazzaville. Ça relève de l'histoire du Congo. Mais à côté de cela, on peut aussi mettre en place des mausolées qui vont relater l'histoire du Congo à travers les différents royaumes que nous avons eus pour la culture de nos enfants. Donc, nous avons encore deux questions. La deuxième question, elle sera économique. Nous avons au Congo des entreprises, nous l'avons appris, des entreprises comme Schlumberger et d'autres entreprises du secteur pétrolier qui sont en train de dire que la crise, le confinement leur a coûté tellement cher qu'ils ont mis au chômage des employés parce que en 2 mois ou en 3 mois, ils pensent qu'avoir perdu tout leur chiffre d'affaires. Bon, la question qui se pose, si ces secteurs-là revenaient à des Congolais, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait plutôt un côté patriotique qui aurait fait qu'on ne mettrait pas les gens au chômage, ou vous pensez que ces entreprises-là peuvent se permettre de licencier sous prétexte que la crise est là? Bon, écoutez, d'abord, je vais vous répondre sur 2 plans. Oui. En 2 temps. Le premier temps, c'est que la crise sanitaire mondiale, planétaire, va avoir comme corollaire, comme première dérivée, comme première conséquence, la crise économique et financière. Tous les pays du monde entier, depuis la première puissance du monde, les États-Unis, jusqu'aux pauvres, aux petits pays comme les nôtres, les pays africains, notamment le Congo, tout le monde, tous les pays passeront à la casserole. Nous connaîtrons une récession économique. Ça, c'est un. Deuxièmement, en ce qui concerne l'entreprise Schlumberger, c'est ça? Schlumberger, oui. Qui est dans le à Point-Noir. Oui, qui est dans le pétrole. Oui. Alors, il faut savoir que au Congo, cher ami, monsieur Caius, au Congo, les licenciements sont encadrés par la loi. Il existe un organisme qu'on appelle l'inspection du travail qui s'occupe de la gestion de tous les cas de licenciement en République du Congo. Ceci dit, il faut savoir que cette récession due au confinement, due au fait que pendant 3 mois, les entreprises n'ont pas travaillé, cette situation n'est pas propre au Congo, hein, elle est propre à tous les pays du monde. Oui, mais elle n'est pas comparable. Hein. Elle n'est pas comparable dans tous les pays. Il n'y a pas que cette entreprise-là, Schlumberger, qui licencie. Hein. Il y a aussi la société Total. C'est un exemple. Mais on voit bien que ce sont dans des entreprises étrangères. Voilà. Les entreprises étrangères, Total licencie, Eni Congo licencie, tous les sous-traitants qui sont dans le domaine pétrolier et maritime sont également en train de... Est-ce que pour vous, ce n'est pas plus facile pour ces entreprises qui se sentent plus étrangères de licencier? Pourquoi les entreprises congolaises ne sont pas plus présentes dans ce secteur? C'est une impression que vous avez. Oui. C'est une impression que vous avez parce que même les entreprises congolaises, quand elles vont constater qu'il y a une baisse drastique
de leur chiffre d'affaires, donc de leur marge bénéficiaire, vont commencer aussi à licencier, mais conformément à la loi. Donc, les entreprises ENI, Total et les sous-traitants maritimes et pétroliers, Schneeberger que vous dites là, ils ne licencient pas parce que c'est les multinationales. Ils ne licencient pas parce que c'est les étrangers. Non, ils licencient parce qu'il y a une baisse de l'activité, baisse du chiffre d'affaires, baisse des bénéfices, et par rapport à ça, ils ne peuvent pas faire face. Au lieu de faire un dépôt de bilan, une faillite, ils licencient une partie du personnel, mais conformément à la législation du travail. Alors professeur, je vais dire là le professeur et non le président du PCT, vous êtes professeur d'économie et vous voyez très bien qu'en France, le ministère des Finances se démêle pour que les entreprises licencient le moins possible. Que fait le gouvernement congolais ou que propose le PCT pour que les licenciements peuvent être évités ou du moins qu'il n'y ait pas ce grand nombre de chômeurs, parce qu'on sait qu'au Congo, une personne qui travaille, c'est près de 40 personnes derrière qui vivent. Alors, faut savoir que le PCT dont vous parlez là, c'est pas un parti État. Hein. On viendra parce que ça veut dire que le PCT n'est pas majoritaire au Congo, ou parce que pour vous le PCT laisse faire les autres faire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le Congo, le gouvernement congolais, le gouvernement de son Excellence, M. Clément Mwamba, a mis en place 2 fonds. Et le plus important, c'est le Fonds national pour le développement et la solidarité. Où les partis politiques de la majorité présidentielle comme de l'opposition, les associations, les entreprises, les personnalités politiques, les communautés entières, les communautés des musulmans, des Sénégalais, des Maliens qui habitent au Congo, ont dû donner des dons, des millions d'argent à ce fonds-là pour que le gouvernement puisse l'utiliser pour lutter contre le développement du coronavirus. Et contre le chômage, qu'est-ce que vous faites? Cet argent permettra au gouvernement de voir effectivement, comme on est en train de faire aussi en France et dans les autres pays, toutes les entreprises qui étaient fermées pendant les 3 mois du confinement, comment essayer de les aider financièrement pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'effectivement, si on ne les aide pas financièrement pour pouvoir s'en sortir, c'est sûr qu'il y aura en cascade des dépôts de bilan, des faillites. Pour éviter ça, effectivement, un plan sera mis en place dès que le déconfinement va finir là. Ils ont prolongé pour 20 jours, je pense. Le gouvernement va s'asseoir pour mettre en place comme la politique de répartition de cette enveloppe-là, de ce fonds-là, pour voir comment aider les entreprises qui étaient en difficulté, qui n'ont pas pu travailler pendant les 3 mois du confinement, comment pouvoir les aider pour faire face justement à ne pas développer le chômage. Parce qu'effectivement, vous avez raison, il y a un chômage massif au Congo. Pour éviter qu'il puisse se multiplier par 2, effectivement, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités pour pouvoir, un plan sera mis en place pour pouvoir aider les entreprises en difficulté. D'accord. Alors, la dernière question pour rentrer après dans le débat politique PCT, c'est pourquoi, vous qui êtes en France, vous avez bien vu que pour les examens, certains pays ont adopté plutôt de retenir non pas les examens, mais les devoirs continus pour pouvoir sanctionner le passage en classe supérieure. Pourquoi le Congo ne le fait pas avec le CEP, le baccalauréat et le brevet, mais demande aux enfants de pouvoir revenir à l'école et on va, dit-on, c'est un dit non vérifié, je voudrais que vous me confirmez ou pas, on va baser les examens sur tout ce qui s'est passé avant et qui sont passés à la télévision, en sachant que beaucoup de familles au Congo n'ont pas le courant tout le temps et n'ont pas la télévision chez eux. Pourquoi il n'y a pas eu cette facilité de voir ou de composition, comme on dit, comme référence pour avoir le baccalauréat, le CEP ou le brevet? Merci beaucoup de cette question qui est fondamentale, puisque l'éducation est un domaine extrêmement important pour tout peuple, pour tout pays. Oui. De la même manière qu'aucun pays au monde, depuis la Chine elle-même, d'où vient le coronavirus, en passant par les États-Unis, première puissance du monde, jusqu'à nous, les pays africains, oui, aucun pays n'est préparé face aux conséquences du coronavirus. Tout à fait. Aucun homme politique, même ceux qui ont fait Sciences Po, aucun parti politique n'était préparé à ça. Donc, tous les gouvernements, tous les États se sont organisés, se sont adaptés doucement, progressivement par rapport à l'évolution de la pandémie. Ainsi donc, dans le domaine de l'enseignement, eh bien, on a fait comme tout le monde, le gouvernement congolais, à travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, je pense, comme ça que tu appelles ça avec monsieur André Collinet, comment? Makosso. Collinet Makosso. Oui. Ils ont mis en place, comme en France aussi,
on a mis en place l'enseignement à distance. On a développé l'enseignement à travers la télévision. Effectivement, on n'a pas fait ça à tous les niveaux, parce que ce n'était pas possible, Oui. étant donné la couverture du territoire national en matière de télévision. En matière de Non seulement de couverture, mais en plus d'accessibilité pour voilà. les populations. C'est sa responsabilité, effectivement. Il a mis en place donc l'enseignement à distance à travers la télévision, mais que pour les classes d'examen, notamment pour la classe de CM2, pour le CEP, pour la classe de 3e pour le BPC et pour la classe de bac terminale, pour la classe terminale pour le bac. Oui. Ensuite, connaissant ces limites, que toute la République du Congo n'est pas couverte, puisque nous avons un taux de couverture d'à peu près 40-50%, dont la télévision congolaise, voilà, il y a des parties au Congo où la télévision n'est pas captée. Eh bien, on s'est dit, il faut couvrir cette partie-là. Comment on fait? Eh bien, on a mis en place des fascicules. On a mis en place des fascicules que l'on a distribués dans tous les 12 départements de la République du Congo pour les élèves de classe de CM2, 3e et terminale, pour permettre à ce qu'ils ne puissent rien perdre. Même s'ils ne suivent pas les cours à distance, en visioconférence, ils peuvent lire leurs fascicules. Par ailleurs, vous avez distribué à tous les enfants du Congo des fascicules? Comment? Oui, vous avez distribué. Je vous le dis, des fascicules ont été distribués à tous les élèves au Congo. Ça, on va vérifier, on va demander aux Congolais de nous appeler pour confirmer. Dans une semaine, on peut revenir encore là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, les fascicules ont été distribués de telle sorte que, après le déconfinement, mon frère, après le déconfinement, eh bien, non seulement on reprendra les cours dans les classes d'examen, eh bien, on reprendra les cours qui n'ont pas été bien assimilés lors de la période du confinement. Ensuite, il faut savoir qu'il y a eu des organismes, des ONG de l'éducation, CAPSUP par exemple, avec son président, M. Willingoy, qui ont proposé au gouvernement, à M. Anatole Makosso, Coliné Makosso, des projets très intéressants, les projets sur le cartable numérique, la tablette numérique, pour permettre aux étudiants congolais, aux élèves congolais, qui disposent d'un téléphone portable, qui disposent d'un smartphone, d'une tablette, de pouvoir avoir le contenu de tous les programmes niveau CM2, niveau dans l'école primaire, niveau collège, 3e, niveau terminal, d'avoir tout le code dans une tablette, dans un cartable numérique. Oui, mais là, vous êtes bien sûr que ça ne sera que pour une infime partie de la population. Tout le monde n'a pas avec Internet et le coût d'Internet au Congo. Tout le monde ne peut pas se connecter pour suivre ça. Je suis d'accord avec vous, M. Cayous. Justement, pour endiguer, pour compléter la partie dont les élèves ne disposent pas de tablette, de cartable numérique, ne disposent pas d'un ordinateur, ne disposent pas d'un téléphone portable, il y a des fascicules qui ont été mis en place par l'Inspection nationale d'enseignement, qui ont été mis en place par des experts, par des pédagogues, des profs se sont réunis, ont conçu les cours pour les 3 niveaux-là, et on a distribué gratuitement. Donc, tu n'as pas de téléphone, ok? Par contre, le fascicule écrit qui est en cours avec des exercices, avec les corrigés, donc tu peux le faire de façon autodidacte. Sinon, on attend le déconfinement, c'est bientôt là. Les examens n'auront pas lieu en juin là, ça aura lieu peut-être en juillet, et les cours reprendront normalement, les classes d'examen notamment, pour les autres classes, je ne sais pas, mais les classes d'examen sûrs et certains reprendront, et on va revenir sur les questions qui n'ont pas été bien vues lors de la période du confinement. Alors vous êtes professeur et un pédagogue, vous êtes bien conscient que les enfants, en dehors du fait qu'ils vont reprendre les cours et qu'ils ont déjà repris en réalité, et qu'on leur dit qu'ils vont passer l'examen en juillet, il y en a qui vont sortir de là dépressifs, ça pourrait être apparent ou non apparent, il y en a qui vont être perdus. Est-ce que vraiment il n'y a pas une autre solution plutôt que d'aller vraiment encore vers un autre stress en donnant l'examen? Ça, c'est ma question. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas partisan des années blanches, Monsieur Cayous. Sauf votre respect. On ne dit pas année blanche. Alors, on ne dit pas année blanche. On dit, est-ce qu'il n'est pas mieux de se baser sur les devoirs continus que plutôt de mettre le stress aux enfants en leur disant, parce que... Non, c'est pas du stress qu'on leur met. Je vous donne un exemple. Regardez. Oui. Moi, je suis enseignant en France. Oui. Et là, pour le niveau bac, il a été demandé d'une part de considérer les notes du premier trimestre, deuxième trimestre jusqu'au troisième trimestre jusqu'au mois de mars. Mais toutes les notes de la période du confinement ne seront pas prises en ligne de compte.
Là, on a demandé à tous les profs de pouvoir remplir ce qu'on appelle les livrets scolaires avec les notes du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. C'est ce qui va permettre de faire une moyenne annuelle et décider si aux jeunes, à l'élève, on lui donne le bac, on lui donne pas le bac. Au niveau BTS, ça c'est ce qui se passe au Congo? Ça, c'est en France. Oui, d'accord. Mais moi, c'est le Congo qui m'intéresse. On va prendre en ligne de compte les notes du contrôle continu. Et au Congo? Moi, c'est le Congo qui nous intéresse. Au Congo, on dit oui, on va l'examen. Le Congo, oui. Les cours vont reprendre et les examens seront normaux. Les examens se feront comme d'habitude, au mois de juillet. D'accord. Les cours reprennent en juin et on a l'examen au mois de juillet, c'est-à-dire que c'est moins de 2 mois. Voilà. Alors, mais ça ne sera pas toutes les classes. Ça ne sera pas toutes les classes qui vont reprendre, que les classes d'examen. CM2, 3e, terminale. D'accord. Alors ça nous amène maintenant à notre deuxième partie, qui est la partie PCT, donc la partie politique. Moi, je vais vous poser une autre question. On a vu une élection, élection ou nomination, c'est à vous de nous dire, parce qu'au Congo, on ne sait pas très bien, enfin, je ne suis pas le seul. Les maires sont nommés plutôt que élus, directement. Le maire de Brazzaville a été élu avec 100% de voix. Est-ce que vous pensez qu'en 2020, on peut se faire encore élire avec 100% des voix? Alors, Monsieur Caius, oui. Alors, il faut savoir que le PCT, Parti congolais du travail, est le parti politique le plus organisé, le plus structuré, le plus implanté. Nous disposons de la majorité au sein des deux chambres, la chambre haute et la chambre basse. Que ce soit au niveau du Sénat, nous avons le plus grand nombre de sénateurs. Que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons le plus grand nombre de députés. Il en est de même, chers amis, en ce qui concerne le conseil municipal de la ville de Brazzaville. C'est-à-dire qu'au conseil municipal, vous avez la majorité absolue? Non, nous n'avons pas la majorité absolue, c'est pas vrai. Mais nous avons la majorité, ok? Oui. Je ne connais pas les chiffres exactement. Non, mais d'accord. Nous avons la majorité. D'accord. Lorsqu'on prend le PCT plus les partis de la majorité présidentielle, effectivement, nous avons la majorité absolue. Bien. Alors, il faut savoir, pour votre information, vous ne savez peut-être pas, hein, mais je vous informe. Oui. Il faut savoir que le maire n'est pas nommé, il est élu. Il y a une élection qui se fait au niveau du conseil municipal de la ville de Brazzaville. Eh bien, cette élection, rien que nous, le PCT, nous avons eu à peu près une dizaine de candidatures. OK? Rien que nous, hein? Oui. Je ne parle pas des candidats des autres partis. Rien que nous, on a eu une dizaine de candidats, je peux citer comme ça. Hein. On a eu le camarade Okana Marius, le camarade Bantimba Dieudonné, la camarade Opimba Charlotte, le camarade Malela Soba, Claude, le camarade Nana Ikama, Serge Ikemi, etc. Nous en avons eu 10. Conformément à nos statuts, nous disposons au sein du PCT, qui est le parti le plus organisé du Congo, d'une commission nationale des investitures. Eh bien, cette commission s'est réunie pour départager ces 10 candidats, pour que nous ne puissions présenter qu'un seul, pour que la consigne soit donnée à tous les conseillers municipaux, membres du PCT, de pouvoir voter leurs candidats. Nous avons organisé une sorte de primaire interne au sein du PCT. Et donc, de là est sorti notre candidat, le camarade Bantimba Dieudonné. Et lui, donc, a été présenté à la mairie. Et donc, on a eu d'autres candidats qui ont désisté parce qu'ils savaient qu'au niveau du conseil municipal, tous les maires qui sont là, tous les conseils municipaux qui sont là, la majorité étant PCT, eh bien, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas gagner. Nous avons eu un député, un candidat, il était indépendant, M. Fila, mais il a baissé pur et simplement les maires. Pourquoi? Parce qu'il savait que le nombre des conseils municipaux appartenant au PCT plus la majorité présidentielle donnait la possibilité aux camarades, aux candidats PCT de pouvoir gagner. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à 100%. Non, mais quand vous dites, voilà. quand vous dites ça, on vous croit tout de suite, sauf qu'on se dit quand même que il y a quand même au sein du conseil municipal, ne fût-ce qu'une voix de l'opposition qui aurait pu dire non. 100%, parce que vous dites 100% de votants PCT ou 100% de l'ensemble des conseillers municipaux? Non, non pas de l'ensemble des conseillers municipaux, ceux qui appartiennent au Parti congolais du travail et à la majorité présidentielle. Donc on est bien d'accord qu'au Congo, il y a un problème de communication parce qu'il est bien sorti de là pour tous les Congolais, comme moi, nous avons compris que c'était une élection à 100% du conseil municipal. Oui, il y a eu que le conseil municipal, il n'y avait pas d'autres personnes là-bas. Hein. Non, mais je veux dire par là que nous, ce qui est ressorti, ce que les gens ont compris, c'est que l'ensemble des conseillers municipaux ont voté à 100% le maire. Ce n'étaient pas les conseillers municipaux du PTT seulement. Cela est possible, mais le
le combat était gagné d'avance puisque vous n'avez pas la majorité. N'empêche que mais n'empêche que toujours qu'il y a quand même pu avoir une voix discordante. Alors, ce qui m'emmène, on va continuer sur le PCT, c'est, vous êtes donc écouté, vous êtes membre du comité central. La question, c'est ce qu'on m'a posé et on m'a demandé de vous la poser, je vous la pose. Qui est le président du parti du PCT aujourd'hui? Est-ce que c'est le président au pouvoir ou est-ce que c'est le secrétaire général? Alors, conformément, faut savoir que le Parti congolais du travail a des statuts. Oui. Selon ces statuts, le président du comité central du Parti congolais du travail, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Mais il est frappé d'incompatibilité dès lors qu'il devient président de la République. Donc président de tous les partis, de tous les peuples, de tous les Congolais. Oui. Il ne peut plus exercer ses fonctions en tant que tel. Et les statuts prévoient donc qu'il y ait un secrétaire général qui est en quelque sorte, pendant la période présidentielle là, il est en quelque sorte un président par intérim. Donc c'est le secrétaire général Pierre Moussa qui dirige le parti. La preuve en est que le président de la République ne vient pas aux réunions du PCT. Le président de la République ne vient pas au congrès du PCT. Le président de la République ne vient pas diriger les réunions du secrétariat permanent, du bureau politique, non, pas du tout. C'est le secrétaire général Pierre Moussa qui dirige le Parti congolais du travail. D'accord. Alors vous avez donc déjà, il circule sur Internet une note où on voit que vous vous préparez déjà en ordre de bataille pour 2021. La proposition, c'est que ça sera le président actuel qui sera candidat. Moi, je vous pose la question, vous espérez faire combien de mandats, le PCT, avec le même président? Monsieur Cayous, oui? Votre question est très intéressante. Alors, il faut savoir que par définition, tout parti politique, quelle que soit sa taille, petit parti, moyen parti, grand parti, de par le nombre de ses députés, le nombre de ses sénateurs, le nombre de ses membres, son implantation géographique ou historique, tout parti politique a un seul objectif, pas deux. C'est la conquête du pouvoir. Et une fois que vous avez conquis le pouvoir, vous souhaitez toujours garder le pouvoir pour diriger le pays. Mais non, chacun fait son métier. Si vous êtes un médecin, votre boulot, c'est pas la politique, hein, c'est aller soigner les gens à l'hôpital. Si vous êtes un prof comme M. Dion, eh bien, son boulot, c'est quoi? C'est enseigner, etc., etc. Donc, nous, en tant que parti, le PCT, notre objectif, c'est la conquête du pouvoir. Voilà pourquoi le PCT, créé depuis 1969, comme vous le savez, de 1969 jusqu'à 1900, on va dire quoi, 77, nous avons dirigé sous le règne du monopartisme. Après, il y a eu la mort de l'immortel Marie Ngouabi, fondateur du PCT, et bien 2 ans de flottement avec le général Joachim Yombi Opango, 92 à 97. Ok. Il était du PCT aussi, hein, à l'époque. 79. Excusez-moi, mais M. Yombi Opango, dans le flottement que vous voulez écarter, il était du PCT. Parce qu'il n'était pas membre du parti. Il n'était pas membre du parti Congolais du Travail, je veux dire. D'accord. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Donc, de 1977 à 1979, il y a eu 2 ans où il y a eu le comité militaire du parti. Oui. Donc, c'est pas le PCT qui a dirigé. Et après, nous sommes revenus au pouvoir, le 79 jusqu'à 92, toujours dans le cadre du monopartisme. Le PCT a toujours dirigé. Ensuite, au 92, vous le savez, il y a eu la conférence nationale. Nous avons perdu les élections. Son Excellence, le président Pascal Lissouba est arrivé au pouvoir de 92 jusqu'à 97. Et après, il y a eu encore une alternance, comme vous savez, parce que le premier chef d'État qui a accepté l'alternance sans effusion de sang, dans le calme, la paix, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Il est parti de 92, il a perdu les élections, il est parti, et jusqu'à 97, c'était Pascal Lissouba. Après, vous connaissez les malheureux événements qui l'ont fait revenir au pouvoir. Bref, de 97 jusqu'à maintenant, le PCT est au pouvoir parce que démocratiquement élu par les différentes élections présidentielles. Voilà. Alors, démocratiquement, c'est discuté. Monsieur Cayous. Discuter, démocratiquement, ce mot. Discuter. Nous avons pour vocation de garder le pouvoir. Nous avons pour vocation la conquête du pouvoir. S'il y a d'autres partis qui sont organisés, qui proposent leurs candidats, si ces candidats peuvent battre le candidat du PCT, il n'y a pas de souci. Nous, au 5e congrès ordinaire qui a eu lieu en décembre dernier, le 26 jusqu'au 30 décembre dernier, nous avons choisi, nous avons plébiscité notre candidat. Nous avons pensé qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso, pour nous, est le meilleur d'entre nous. Donc, on le proposera, sauf s'il désiste.
Bon. Alors la question que je vais vous poser, elle va être directe. Oui. Vous êtes arrivé au pouvoir en 97 après une guerre qui a été tragique pour le Congo. Vous avez une période de transition, vous avez fait 2 mandats déjà, vous êtes au 3e que vous allez renouveler. On compte peut-être pas comme l'a fait Poutine les années passées. Ce qui pose problème aux Congolais, c'est est-ce que le PCT considère que c'est la seule formation politique qui doit rester au pouvoir? Et surtout, Pas du tout. et surtout, pourquoi avoir changé la constitution qui avait fait élire le premier président d'Issouba, qui a été élu démocratiquement? Pourquoi avoir changé une constitution qui aujourd'hui permet définitivement à un président de se représenter? Alors, si vous revenez sur la constitution qui a été changée en 2015, Au sortir de la conférence nationale, oui. Si vous revenez au changement de cette constitution, mais vous repartez dans... Excusez-moi. C'est un vieux disque qui est devenu rayé. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, la nouvelle constitution qui nous régit donne la possibilité à notre candidat de se représenter 2 fois. Et donc, il a fait un premier mandat qui va se terminer là en mars 2021. Il a le droit constitutionnellement de se représenter, sauf s'il ne le veut pas. Ensuite, pour revenir à votre question, mais au Congo, nous sommes un pays pluripartiste. Il y a beaucoup de partis, je ne vais pas les citer ici pour ne pas faire leur pub. Il y a beaucoup de partis qui présentent leurs candidats. C'est tout. Qu'ils présentent leur candidat. Si leur candidat a un projet politique meilleur que le nôtre, si leur candidat est crédible et plus crédible que le nôtre, il va gagner les élections. Mais si le nôtre qui a fait ses preuves, qui a une dimension internationale, qui a un charisme, qui est un homme d'État, à toute épreuve, eh bien, si le parti est derrière lui comme nous le serons, eh bien, c'est sûr et certain que nous sommes partis pour pouvoir faire tout pour faire gagner notre candidat. J'espère qu'en tout cas, vous dites tout, ce sera de manière démocratique, parce que ce qui est... Bien sûr que oui. Ça a toujours été de façon démocratique. Hein. D'accord. Alors, moi, ce que je veux, c'est que quand vous parlez de la grandeur du président et chacun à la mesure, vous imaginez bien que les opposants qui sont sur la place de Paris et même au Congo, eux aussi ont des arguments. Nous allons essayer de prendre 3 points. Pourquoi nous avons au Congo aujourd'hui des difficultés à avoir l'électricité? Nous avons vu une image des tuyaux de la SNDE dont le nom a changé, qui sont vraiment alors dans un état vraiment catastrophique et l'eau n'est pas potable. Pourquoi aujourd'hui l'état sanitaire du Congo pose problème? Et est-ce que vous estimez, vous, qu'avec autant d'années au pouvoir, votre bilan est si positif? Alors, je ne sais pas quand vous dites autant d'années au pouvoir, vous commencez quand? Ben, on va rester sur les 2 dernières années que vous avez faites. On va prendre les 7 ans derniers. N'allons pas plus loin. Prenons les 7 ans. Vous avez fait un programme, vous avez promis aux Congolais le travail, vous avez promis beaucoup de choses. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, Imboulou, par exemple, remplit ses fonctions? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la SNDE, qui a changé de nom, la Société de l'électricité, remplit ses fonctions et qu'en gros, vous dites aux Congolais, vous souffrez par imagination, tout ce que vous dites n'est pas vrai. Parce que les Congolais se plaignent que rien ne va. Non, on ne peut pas se permettre, M. Cayous, on ne peut pas se permettre de dire que les Congolais sont en train de mentir. C'est pas possible. D'accord. Non, on ne peut pas se permettre. Il y a des problèmes qui sont vrais, mais on ne peut pas non plus dire que le PCT n'a rien fait. Non, le PCT a fait beaucoup de choses. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a fait beaucoup de choses. Mais dans notre histoire, nous sommes passés par plusieurs étapes. On travaille, il y a la guerre qui détruit, on travaille, il y a la guerre qui détruit, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons le problème d'Imboulou. C'est des aspects techniques que moi je ne voudrais pas, je ne suis pas un énergéticien, mais c'est des aspects techniques qui sont là. Une partie des fonctions énergétiques d'Imboulou sont remplies, mais une partie de ces fonctions, effectivement, n'est pas remplie parce que lorsque nous n'arrivons pas à distribuer le courant dans toute la ville de Brazzaville, avec les problèmes de délestage que vous connaissez, je ne peux pas m'enorgueillir, je ne peux pas m'enflatter, je ne peux pas dire que c'est bon, non, pas du tout. Mais nous pensons, avec les nouvelles dispositions qui ont été prises par la nouvelle SNE qui a été mise en place, avec le changement des tuyaux qui sont en train de faire, du travail est en train d'être fait pour pouvoir changer toute la tuyauterie là, pour que le courant d'Imboulou puisse être transporté de là où il est installé là-bas, du barrage, jusqu'à la ville de Brazzaville. Bon, c'est un travail c'est un travail titanesque, hein? C'est un gros travail à faire. Nous avons pris des engagements lors de la dernière élection. Une partie de ces engagements a été réalisée, mais une partie n'a pas été réalisée. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Alors, les retraités, sous l'Issouba, on se souvient du discours de feu
Ngoni Bansari, qui appelait les retraités les maltraités. Il avait défendu à l'époque les retraités qui étaient maltraités par le régime de l'Issouba. Et nous sommes aujourd'hui en 2020, les retraités sont toujours considérés comme des maltraités. Qu'est-ce qui se passe au Congo avec les retraités? Alors, c'est une très bonne question. Il faut savoir que chaque Congolais, vous et moi, nous tous, oui, nous en avons au moins un dans la famille. Tout à fait. Ce n'est pas une situation réjouissante de voir son papa qui était un homme valide, qui était un homme dynamique, qui a pris de l'âge, qui est arrivé à l'âge de la retraite et que malheureusement il perçoit sa retraite de façon assez sinusoïdale. C'est difficile, je suis d'accord avec tout. Mais ne me faites pas la comparaison avec M. Pascal Lissouba, s'il vous plaît. Quand Pascal Lissouba a quitté le pouvoir, vous savez combien de mois d'arriérés a-t-il laissé derrière lui? Et c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a régularisé tout cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. On a des retraités qui sont quand même à plus de 7 ans sans avoir rien touché quand même. C'est quand même assez grave. 7 ans, j'en sais rien, mais c'est quand même assez grave. 2-3 ans. 7 ans, j'en sais rien, 2-3 ans. Dans tous les cas, 2-3 ans, c'est grave. Je suis d'accord avec vous. Oui. Il faut savoir que cette situation est née suite à la chute drastique du prix du baril du pétrole. L'économie congolaise était une économie, je dis toujours, monosectorielle. 90% de nos recettes dépendant du pétrole. Dès que le prix du pétrole chute, dès que les recettes pétrolières chutent, dès que le budget chute, eh bien, c'est catastrophique. Ça a commencé là. Mais avant là, on n'avait pas ces problèmes-là. La fonction publique avait ses salaires, les retraités aussi avaient leurs salaires. Mais depuis là, et le coronavirus arrive aussi pour ne pas arranger encore les choses, la récession économique va encore s'entraîner là. Donc, il est normal qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions, le gouvernement de Clément Mwamba, le président de la République, le PCT, tous les gouvernants, nous devons réfléchir pour voir comment solutionner ce problème-là des retraités, effectivement. Ça ne peut pas réjouir les gens, c'est pas possible. Quelqu'un qui toute sa vie a travaillé, et quand il arrive à l'âge de la retraite, soi-disant, il ne peut plus vivre du fruit de son travail. C'est dramatique, je le sais, mais il est du devoir du président de la République, en tant qu'exécutif, du gouvernement en tant qu'exécutif, il est du devoir du législatif et du judiciaire, de tous les gouvernants, de prendre des mesures pour que justement ce problème des retraités puisse être résolu. D'accord. Alors vous avez les retraités, vous avez les étudiants qui perçoivent des bourses parfois une fois, 3-4 ans plus tard. Vous avez les médecins, les infirmières, le corps médical qui a été au front. Quel espoir réellement le PCT peut donner à ces gens pour que leurs conditions soient vraiment revues? À quel moment vous considérez que le PCT peut dire honnêtement, on n'arrive pas là, on ne peut pas là? Le PCT, je pense que s'il faut dresser un bilan global, on ne peut pas le faire, mais s'il faut quand même le faire, on va dire que le bilan global du PCT, hormis les différents aléas qu'on vient de citer, est globalement positif. Si on prend le plan social, M. Cayous, oui, le bilan du PCT sur le plan social est positif. Pourquoi? Parce que le PCT a instauré, depuis qu'il est au pouvoir, si on enlève les périodes où il n'était pas au pouvoir, il a instauré ce qu'on appelle la paix. Et nous savons tous que la paix est la condition nécessaire et sine qua non de la réalisation de tous les projets économiques. Mais elle ne nourrit pas les Congolais. La paix ne peut pas être... Elle ne nourrit pas, mais c'est la condition elle ne nourrit nécessaire. Tu peux avoir tout l'argent du monde entier, tu peux avoir toutes les politiques, tu peux vouloir investir. Si tu vas dans un environnement qui est instable, si tu vas dans un environnement, dans un pays où il y a la guerre, mais tu peux toujours manger ton argent, tu peux toujours garder ton argent, tu ne pourras rien faire avec. Donc la paix est une condition nécessaire. Deuxièmement, le PCT, sachant les difficultés qui sont les nôtres, a mis en place, comme vous le savez, depuis 3 ans, une politique de diversification de l'économie nationale. Parce que l'autopsie a été faite, l'examen a été fait, la remarque est connue que notre économie dépend du pétrole et que c'est pas bon. Depuis 2000, c'est pas bon. Et donc, il faut diversifier. Voilà pourquoi maintenant, on développe les autres axes économiques, tels que l'agriculture, tels que l'élevage, tels que le commerce, tels que le tourisme, etc., pour permettre à ce que nous puissions réduire notre dépendance vis-à-vis donc de cette denrée rare qui est le pétrole, malheureusement, qui est lié aux aléas de la vie économique internationale. Dès que les prix augmentent, nous avons le sourire, mais si les prix baissent, nous sommes dans le malheur. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis
que sur le plan de la paix, le PCT a amené la paix au Congo, c'est bien. Sur le plan économique, bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire. Je suis d'accord avec vous. Beaucoup de choses à faire. Mais nous pensons que si nous continuons à rester au pouvoir, c'est-à-dire si nous gagnons l'agenda 2021, nous serons en mesure de poursuivre la politique que nous avons mis en place déjà et l'améliorer, surtout dans notre gouvernance, pour que nous puissions obtenir de bons résultats. D'accord. Est-ce que le PCT arrive à convaincre les Congolais avec ce genre d'argument? Parce que quand on reste aussi longtemps au pouvoir et qu'on peut dire qu'on est la solution au problème, personnellement, je ne sais pas. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous êtes convaincu que les Congolais vous croient encore? Alors, Monsieur Caius, oui. Vous savez que si je m'amuse oui. à faire une comparaison entre les différents chefs d'État qui sont passés au Congo depuis notre indépendance, en prenant que les 60 dernières années, on a eu le président Youlou, on a eu le président Massamba Deba, on a eu Marien Ngouabi, on a eu Yombi Opango, on a eu Sassou Nguesso 2 fois, on a eu Pascal Lissouba. Vous savez que le mandat le plus médiocre, le plus mauvais, c'est le mandat du professeur Pascal Lissouba. Parce qu'en l'espace de 5 ans, non seulement il nous a laissé un héritage catastrophique, chaotique, mais il nous a créé 2 à 3 guerres. À lui tout seul. Hein. À lui tout seul. Juste un mandat. S'il en avait fait 2, le Congo aurait peut-être disparu de la carte. Ok? Donc, moi je préfère un PCT qui est au pouvoir, qui dirige, avec les imperfections peut-être, avec la possibilité d'amélioration de sa gouvernance. Je suis d'accord. Là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Ok? Mais je préfère 1000 fois un PCT que le parti de M. Pascal Lissouba qui nous a laissé un héritage catastrophique. Tout le travail qui a été fait de 1960 jusqu'à 1992 était complètement détruit par 5 ans de gestion chaotique. Donc ne me parlez pas, ne comparez pas ça. Donc je préfère 1000 fois le PCT avec les possibilités de réadaptation parce que le PCT a dirigé, après il y a eu des soucis aussi. Donc on peut corriger ces soucis. Le PCT, c'est le parti de la paix. Le PCT, c'est le parti où il y a une gouvernance acceptable avec des imperfections qu'on peut corriger. Le PCT, c'est le parti où il y a la stabilité des institutions. Donc on a bien compris que pour vous... Les trois pouvoirs sont stables. Le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement. Le pouvoir législatif, le Sénat et l'Assemblée nationale. Le pouvoir judiciaire. Les institutions fonctionnent. Les institutions sont stables. Et tous les programmes économiques sont réalisés malgré les problèmes qui peuvent, de gestion qui peuvent venir. Nous avons eu dans l'histoire, vous savez très bien, le PASS, programme d'ajustement structurel. Après, avec le Fonds monétaire international. Après, nous avons eu le PASS renforcé. Après, nous avons eu la crise financière. Après, la crise du pétrole. Après, le coronavirus. Les problèmes existent. Avec le PCT, malgré ces problèmes, nous trouverons des solutions, chemin faisant, pour que nous puissions arrimer le pays au développement économique. D'accord. Donc pour vous, le PCT, c'est un symbole de paix et que la paix suffit pour qu'un pays se développe. Mais après, quand même, après 10 ans, on peut aussi quand même regarder certains secteurs et se dire, ici, on n'a pas fait, on va faire mieux. Alors moi, je vous pose la question. Ça c'est vrai. Alors, je vous pose la question, vous êtes en France et aujourd'hui, on peut regarder l'opposition congolaise. Elle est beaucoup plus, aujourd'hui, en région parisienne, beaucoup plus qu'au Congo. La diaspora est aujourd'hui, mais alors vraiment, vilipendée au Congo. Est-ce que vous en rendez compte ou vous pensez que c'est une imagination? C'est-à-dire que est-ce que vous trouvez normal qu'au Congo, on critique la diaspora et qu'on la caricature en se disant que la diaspora, ce ne sont que des gens qui ont échoué, qui font des petits boulots. En plus, sachant que les petits boulots ont fait vivre et tenir les pays occidentaux pendant le confinement. Bon, d'abord, je ne pense pas à la marginalisation totale de notre diaspora. Enfin, dans la réalité que nous vivons, il n'y a pas que les pouvoirs publics sur le banc des accusés. Hein. Les responsabilités sont partagées. La diaspora a aussi des responsabilités sur le rôle public qui s'est donné. Oui. Je pense que notre diaspora, à mon avis, est trop politisée et récupérée à juste titre. Cela fait du mal au pays. Notre diaspora est incapable de jouer le rôle qui est celui de la dernière région du pays en se constituant comme force de proposition. Hein, elle est reine de l'invective, toujours de l'invective, toujours de l'invective. Des inepties
et ne pense qu'à coup de force comme une forme d'alternance. C'est décevant, mais qu'est-ce que vous voulez? La diaspora demeure dans la confusion la plus totale. Moi, je dis ceci. Oui, au niveau de la diaspora, nous avons une partie de la population qui a une très bonne formation et une partie aussi qui fait des petits boulots. Mais tout fait nombre dans une société, on a besoin de tout le monde. On a besoin des menuisiers, on a besoin des ingénieurs, on a besoin des médecins, on a besoin des profs de l'université, etc., etc. Donc, on a besoin de tout le monde. Mais seulement notre diaspora ne joue pas le rôle qui devait être la sienne, c'est-à-dire force de proposition. Notre diaspora, normalement, devrait être celle qui devrait, comme la diaspora israélienne, comme la diaspora du Mali, comme la diaspora du Sénégal, qui devrait normalement contribuer avec les investissements directs au développement socio-économique de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque qu'effectivement, la diaspora, malheureusement, reste sur le plan de la politisation. Ça, c'est le 1. Maintenant, de 2, la diaspora, le PCT pense qu'une réflexion doit être faite pour une utilisation rationnelle de la diaspora, toute confondue. Pourquoi? Sur le plan politique, au niveau du PCT, Oui. le PCT a commencé à accorder de l'importance à la diaspora. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a une réflexion politique nationale au niveau du PCT, je parle, eh bien, on fait appel à la diaspora. On fait appel aux cadres, aux militants du PCT qui sont en France, de descendre au pays pour donner leur contribution. Ainsi donc, nous avons été sollicités à plusieurs fois aux réflexions sur le plan politique au pays. Deuxièmement, lors de notre dernier congrès, la diaspora a été représentée, le Parti communiste de France était représenté, et nous en sommes sortis là avec 3 nouveaux membres du Parti communiste du travail. Le camarade Okamba, professeur des universités ici, a été élu membre du comité central. La camarade Kitouka, ancienne journaliste, a été élu membre du comité central. Moi-même, le camarade Dion, j'ai été élu membre du comité central. Donc, c'est pour dire que le PCT commence à avoir un autre regard sur l'utilisation de ces cadres qui sont à l'étranger. Par ailleurs, il faut savoir que les Congolais de l'étranger, comme tu le sais, M. Caius, ne votent pas. Une réflexion est en train d'être menée par le PCT et au Congo et ici pour que nous puissions proposer que les Congolais de l'étranger, si d'aventure n'arrivent pas à voter, qu'ils ne puissent être représentés dans les différentes instances représentatives du Congo. Monsieur Ndion, oui, c'est un dossier qui m'est particulièrement cher puisque je suis parmi ceux qui en 2007 ont lancé cette réflexion. Je suis président du Conseil supérieur des Congolais de l'étranger et j'ai remis plusieurs documents dans ce sens où j'estime que les Congolais doivent être représentés non seulement dans plusieurs institutions mais aussi au Sénat et à l'Assemblée. Mais ce qui pose problème, et moi c'est toujours ma réflexion, en dehors de la politique, il y a d'autres secteurs, on va en parler, mais le Congo semble avoir décidé, et c'est un regret, nous avions à la présidence un conseiller des Congolais de l'étranger, ce poste a été supprimé, on n'a plus qu'une direction qui est présente aux affaires étrangères, dont on ne voit personne à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est de vous dire, est-ce qu'on sous-estime ou on caricature pas vraiment les Congolais de l'étranger? Est-ce qu'ils ne sont pas mieux placés, non pas mieux placés, mais assez bien placés pour tous ces militants actifs en Occident pour voir que ce qui se passe en Amérique, ce qui se passe en France, si les Noirs ne sont pas respectés, c'est parce que aussi nos pays ne nous donnent pas ce respect que nous méritons d'avoir. Alors, il y a un peu de vérité dans ce que vous dites. Hein. Il y a un peu de vérité dans ce que vous dites et je suis d'accord avec vous dans le sens que le gouvernement congolais, le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, les institutions, les 3 pouvoirs du Congo, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif devront tout faire pour que justement les Congolais de la diaspora, partout où ils se trouvent, la France étant la plus nombreuse, mais la France, les Congolais de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, puissent être représentés dans ce que vous avez appelé le Conseil supérieur des Congolais de l'étranger, puissent être représentés dans les instances au niveau du bled, parce qu'ils apportent une expertise nouvelle, un autre regard
sur l'organisation et le fonctionnement du pays. Donc, tant sur le plan de la réflexion, tant sur le plan politique ou parlementaire, mais également sur le plan économique. Parce que les Congolais de l'étranger peuvent chercher des marchés ici et investir au pays. Donc, moi, je pense que des efforts doivent être faits dans ce sens-là. Nous avons fait des fiches là-dessus. Et au moment où nous parlons, au niveau du PCT, des groupes, pas un groupe, des groupes de réflexion ont été mis en place. Et il y a un groupe qui s'occupe effectivement de ce dossier-là pour faire en sorte que lors de l'agenda 2021, on puisse poser cette question-là, de telle sorte que, à partir de 2021, les Congolais de l'étranger, même s'ils ne peuvent pas voter, mais, parce que pour pouvoir voter, il faut changer un article de la Constitution, mais qu'ils soient quand même représentés dans les différentes instances du pays. Maintenant, pour terminer là-dessus, M. Cayous, c'est vrai, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et des Congolais de l'étranger, c'est ce qui a été rajouté. Moi, personnellement, j'aurais aimé qu'on puisse créer un ministère à part entière des Congolais de l'étranger. Ok, si ce n'est pas un ministère, ne fût-ce qu'un secrétariat d'État des Congolais de l'étranger. Ok, on n'a pas pu le faire, on l'a rattaché avec l'OTAN pour... Bon, maintenant, je pense que par rapport à l'agenda 2021, nous pourrions être une force de proposition, proposer au gouvernement que le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Congolais de l'étranger soit scindé en deux. D'une part, nous puissions avoir un ministère seulement des Affaires étrangères et de la coopération internationale, et d'autre part, un autre ministère qui ne s'occupera que des Congolais de l'étranger. Ici en France, à l'ambassade du Congo, il existe, M. Ngatsi, il y a un conseiller qui s'occupe des Congolais de l'étranger. Je suis d'accord avec vous, c'est infinitésimal. Il faut que dans toutes les ambassades, dans tous les grands pays où se trouve une forte colonie congolaise, il puisse avoir ce conseiller-là. Et ce n'est pas suffisant non plus. Voilà pourquoi moi je suis radical là-dessus. Ma proposition que je ferai en temps et lieu, lorsque le débat sera mis sur la table, c'est de proposer que dans le gouvernement, il puisse avoir de perpétuité en perpétuité, de génération en génération, qu'il puisse avoir un ministère ou un secrétariat d'État chargé des Congolais de l'étranger. D'accord. Mais en attendant que tout ça se passe et que tout ça puisse avoir lieu, espérons qu'on vous écoutera. La question que nous posons et qui se pose également, est-ce que l'État congolais écoute tous ces activistes de la place de Paris, ou est-ce qu'il considère ces activistes comme des adversaires redoutables et qui sont infréquentables, ou est-ce qu'il n'y a pas de leur part un message à saisir pour que le Congo ait une autre image dans la gestion, à la fois dans la gestion de ce qui se passe au pays? Parce que je prends un exemple. Quand ils vont dénoncer les maisons que les leaders politiques achètent à l'étranger, quand ils vont exposer ce que les gens font avec l'argent public, est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que cet argent pouvait servir à autre chose pour le bien des Congolais? Est-ce que ces Congolais-là n'ont pas leur place dans la vie politique congolaise? On ne peut pas dire ça. Merci beaucoup, M. Cayous. Oui. Moi, je répondrai comme ceci. Oui. Il est légitime, il est normal, il est légitime que des Congolais qui sont à l'étranger puissent s'exprimer. Mais encore, M. Cayous, oui, il faut qu'ils choisissent la forme par laquelle ils s'expriment. On est d'accord. C'est une forme légitime. C'est une forme légale. Oui, on est d'accord. Moi, je ne suis pas partisan de la violence. PCT égale la paix. Nous sommes partisans, nous sommes des pacifistes. Nous sommes tout le monde est pour la paix, je pense. Donc, moi, je ne suis pas d'accord lorsque la diaspora va brûler l'ambassade du Congo à Paris. Je ne suis pas d'accord quand on brûle les voitures des gens. Je ne suis pas d'accord quand on va attendre les ministres à l'aéroport pour leur casser la gueule, excusez-moi de l'expression, oui, pour leur mettre la farine. Oui. Je ne suis pas d'accord lorsqu'on va dans les maisons des ministres qui ont dans les résidences secondaires, puisqu'ils ont des maisons au Congo, hein, ici, ils en ont, et dans leurs maisons respectives pour brûler leurs maisons, frapper, etc., etc. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que ils expriment un point de vue, ils expriment une amertume, ils expriment un point de vue sur peut-être la gouvernance du pays, la gestion du pays, etc. Mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'ils devraient le faire, par la violence. Non, la violence engendre la violence et c'est pas bon. Dans la gouvernance d'un pays, c'est pas bon pour l'image internationale de la diaspora. Je pense qu'il y a des structures, il y a des espaces où on peut s'exprimer. Voilà ce qu'on fait là. C'est un espace qui nous est donné pour pouvoir dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon.
Et on espère Donc, que vous nous soutiendrez moi, je quand dis- même, parce qu'on a besoin d'être soutenu. Hein. Oui, je vous soutiendrai. Nous, on vous soutiendra, il n'y a pas de souci. Tant que nous restons polis, nous restons courtois, nous restons bien éduqués, il n'y a pas de souci. On peut exprimer toutes les idées que l'on a sur un phénomène donné. Mais quand on va pour tabasser les gens, pour boxer les gens, pour brûler les voitures des gens, c'est pas possible. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, il y a aussi des Congolais ici, pas seulement du gouvernement, M. Kayous, les Congolais de l'opposition, les anciens qui étaient au pouvoir hier, qui ont mangé dans la même assiette que les gars du PCT, mais ils sont maintenant dans l'opposition, qui ont aussi des maisons ici. Mais je n'ai jamais entendu un gars de l'opposition aller brûler leur maison. Je ne vais pas citer des noms ici pour ne pas être impoli, mais il y a beaucoup de gens. Vous pensez que c'est une forme de discrimination? C'est un choix? Mais voilà, il y a un choix exprès? Non. Voilà, c'est un choix politique, c'est un comportement politique inadmissible. Parce que de la même manière, vous allez dire, vous allez parler que tel ministre, je ne sais pas les noms pour des raisons de courtoisie, tel ministre a une maison ici, tel ministre a une maison ici, mais tous ceux qui étaient dans le gouvernement de M. Pascal Lissouba, tous les ministres, je dis bien, ils n'ont pas de maison ici. Et vous pensez que ces maisons-là, vous avez déjà entendu un jour un gars de l'opposition, un gars de la majorité présidentielle, un gars de la diaspora aller brûler ces maisons? Pas du tout. Pourquoi on le fait seulement aux gens qui sont au pouvoir? C'est un comportement inadmissible. C'est un comportement intolérant. C'est pas bon. Je pense qu'il y a d'autres manières pour pouvoir. Le président arrive ici à tout moment, il rencontre voilà. Il y a l'ambassadeur qui est là. Il y a des espaces qui existent pour pouvoir critiquer. Mais aujourd'hui, il y a des médias. Vous êtes là, non? Oui. Vous pouvez passer à la télé, vous pouvez passer à la radio pour pouvoir dénoncer les choses. Si vous avez des preuves, à l'appui. Mais de là aller casser les maisons des gens, brûler les maisons des gens, moi je pense que c'est des comportements inadmissibles, anti-militants, des comportements qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas républicains. D'accord. Est-ce que pour autant, est-ce que pour vous, on peut accepter que parce que ceux qui sont beaucoup plus en avant, ce que moi je comprends et ce que nous comprenons, c'est qu'il y a au Congo, comme en Europe, du racisme, il y a au Congo aussi du tribalisme, et certains pensent, il y a déjà on a vu un monsieur qui est passé, qui a pas 30 ans, a fait une vidéo et qu'il y a des plaintes sur la place de la France, sur la place européenne, où on dit que vous, PCT, votre business, c'est de toujours, à la veille des élections, préparer ou faire la guerre dans le pool. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, le problème du pool, ça devient extrêmement récurrent et mal placé. Le pool est un département, comme les 11 autres départements du Congo. Oui, mais pourquoi il y a tout le temps la guerre dans le pool? Pourquoi il y a toujours la guerre? Ne peut pas faire un business sur le pool, c'est pas possible. Et pourquoi il y a toujours la guerre dans le pool? Pourquoi il y a toujours la guerre? Monsieur Caillou, je vais me permettre de vous faire, je peux me permettre de faire un cours d'histoire. J'aimerais bien que vous le fassiez pour tout le monde. Essayez quand même. Faites un petit résumé. Le pool, les problèmes du pool ont commencé depuis 1960 avec Youlou. Youlou a toujours condamné le pool. Youlou, c'est un gars du Nord, c'est un président du Sud, mais il a toujours condamné ses frères du pool. Après Youlou, on a eu qui? Massamba Deba. Massamba Deba a toujours condamné les gars du pool. Non, le problème du pool, c'est un problème récurrent. Et aujourd'hui, je ne peux pas être d'accord avec vous si vous dites que voilà, le pool, ça devient un fonds de commerce ou bien. C'est ce qu'on entend, hein. C'est ce qu'on entend. Oui, c'est ce qu'on entend, mais c'est une vieille musique, c'est un vieux disque qui est complètement rayé. Pas du tout. Les problèmes du pool, c'est pour rappeler le dernier, avec Ntoumi, mais Ntoumi n'était pas son premier cas en 2000, il l'a fait, 1999, il l'a fait. Donc, il n'était pas son premier coup d'essai, c'était un habitué. Il aime ces choses-là. Malheureusement, il est du pool et il va faire ça là-bas. Et non, pourquoi le PCD serait... Oh, mais qui vous avez lu le bouquin d'Alain Graille, qui était conseiller du président, dans lequel il analyse le cas de Ntoumi. Il arrive à une conclusion qui est assez dramatique. Il est convaincu que Ntoumi est une création du PCT. Dans le gourou. Ça, c'est son point de vue. Dans le il est libre d'avoir un point de vue comme ça. Moi, je dis que c'est faux. Ntoumi n'est pas une création du PCT. Ntoumi, c'est un multirécidiviste qui aime la guerre, qui aime la violence. C'est tout. Il pense que résoudre les problèmes par la violence, c'est bien. Il a travaillé avec le chef de l'État, non, Denis Sassou Nguesso. Oui. Il est resté à la présidence. Oui. Mais après, qu'est-ce qu'il lui a pris du jour au lendemain comme ça? Il avait un rang de ministre avec un salaire qui était bien. Il était chargé des questions de paix, non? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite,
Il y a des gens dans la vie, M. Kayous, qui se sont trompés de métier. Il y a des gens dans la vie qui se sont trompés pur et simplement de métier. C'est un pasteur, il est là comme berger de ses fidèles, il est là pour la prédication, pour la Bible, pour les preuves de Dieu. Eh bien, il pouvait rester dans ce chapitre-là toute sa vie sans aucun problème. Mais lorsqu'il a pensé qu'il avait un apport, il est libre. Hein? Je ne dis pas que c'est interdit, mais il faut qu'il le fasse dans les règles de la démocratie, dans les règles républicaines. Malheureusement, il mélange et Dieu et la violence, et Dieu et les armes. C'est incompatible. Donc, il ne faut pas dire que c'est le PCT qui est... Non, le PCT, Ntoumi n'est pas une création de... Ensuite, vous savez ce qui se passe actuellement en France? Il y a des gens, je ne cite pas les noms, hein, Oui. qui estiment que, il y a l'opposition, qui estiment que, non, il faut scinder le Congo en deux. Il faut qu'il y ait une République du Congo du Nord et une République du Congo du Sud. Et pire, nous avons vu encore sur la toile. Non, le royaume Luango doit encore renaître. Il faut qu'il y ait une République du Luango et après une République du Congo. Oui, on a vu ça, oui. Vous pensez que ça, c'est des propos responsables? Ça, c'est des propos ségrégés, ça, c'est des propos qui divisent le peuple. Ça, c'est des propos qui vont développer la haine, qui vont encore créer la violence, qui vont encore créer des... Voilà. Et tu remarqueras, M. Kayous, on le fait qu'à la veille des élections présidentielles. Nous sommes à 9 mois. Et donc, on commence à susciter des choses comme ça pour aller polluer l'ambiance, l'atmosphère, l'environnement de l'élection présidentielle. D'accord. Et vous avez vu ce qu'a dit... Vous avez vu ce qui se dit, un certain monsieur Michel Tsangou est sorti, on va dire, des sentiers battus, et il a fait une interview qui est assez, qui a emmené d'autres à poser des questions. C'est un peu comme vous dites, à la veille d'élection, il y a des choses qui sortent. Mais, monsieur Dion, oui, est-ce que, pour autant, ceux qui se considèrent comme les habitants congolais du Sud, ce que nous n'aimons pas entendre, mais ils le disent comme ça. Ils considèrent, et on a vu sur Internet un monsieur qui a dit qu'il avait un doctorat, qu'il avait essayé d'être embauché à l'université. Il n'a pas été embauché parce qu'il considère qu'il est du Sud. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, il n'y a pas une forme de discrimination pour les gens d'une certaine appartenance ethnique? Alors, moi, je m'inscris en faux vis-à-vis de ça. Pourquoi je le dis, M. Kayous? Oui. M. Kayous, je vous l'ai dit dans mon propos introductif, je suis docteur en économie. Ok? Oui. J'enseigne dans l'enseignement supérieur. Je prends les jeunes qui préparent leur BTS, je les amène en licence jusqu'en Master 1. Pour le moment, je m'arrête là. Oui. J'ai, en 2014, s'il vous plaît, Oui. introduit aussi mon dossier à l'université Marien Gwabi Oui. pour être un vacataire extérieur. Je m'appelle Dion Gabriel Patrick. C'est un nom qui sonne connotation nordiste, hein? Tout à fait. Mais je n'ai pas été retenu. Mais pourtant, je n'ai pas dit que c'est le fruit du tribalisme, le fruit du régionalisme, le fruit de... Non, ma candidature n'a pas été retenue. J'ai un autre collègue, le professeur Okamba, professeur des universités ici, qui, ensemble avec moi, avait également déposé sa candidature pour être vacataire extérieur à l'université de Rungwabi. Oui. Il y a donné des cours même pendant quelques années. Mais après, quand il a voulu être titularisé, non, sa candidature n'a pas été retenue. Il s'appelle Okamba Emmanuel. Donc, je ne pense pas qu'au Congo, il y ait des problèmes voilà, on ne te prend pas parce que tu as un nom qui sonne. Non. C'est possible. Pas du tout. C'est quand même possible. C'est une possibilité qui existe. Parce que le tribalisme existe. On peut pas généraliser pour dire qu'au Congo, si tu as un nom qui est comme ceci, c'est parce que tu es du Sud ou parce que tu es du Nord, on ne te prend pas. Pas du tout. Le Congo est un pays qui connaît, comme tous les pays africains, le chômage. Le chômage existe même dans le domaine de l'éducation nationale. Tout à fait. Et donc, on n'a pas pu te prendre, on ne te prend pas, mais par contre, si tu persistes 1 an, 2 ans, 3 ans après, peut-être qu'on te prendra. Voilà, aujourd'hui, nous avons, M. Kayous, vous le savez très bien, une seule grande université au Congo, qui est l'université Marien Gwabi. Et vous le savez aussi, que nous avons une deuxième grande université du point de vue de la capacité, qui est en train, qui était déjà créée, construite, tout et tout, l'université Denis Sassou Nguesso. Mais dans les images, montrent que cette université risque de disparaître. Bon, je sais pas, c'est un peu tiré des cheveux, hein. Ça vient d'être construit, là, ça va disparaître comment? On montre les écoulements autour, les éboulements autour de l'université. C'est pour ça que je dis que la communication au Congo pose problème, parce que ces images, elles peuvent être des vraies ou des fake news.
nous n'avons pas d'interlocuteur parce que nous avons essayé de contacter votre ministère de la Communication, qui eux-mêmes estiment qu'ils ont la meilleure communication, qui refusent de nous donner même ne fût-ce qu'un numéro pour qu'on puisse vérifier les informations, pour qu'on puisse dire si c'est vrai ou c'est faux. En tout cas, les images Monsieur montrent Kayous, je que pense l'université que, personnellement, est en train de on s'écrouler. peut pas, vous savez, au Congo, il y a des problèmes d'inondation, il y a des problèmes d'éboulement. Vous avez vu ce qui s'est passé derrière le musée Marien Gwabi, avec notre pont voilà. On peut pas, lorsqu'il y a une pluie diluvienne, il y a eu effondrement d'une petite partie du terrain quelque part, on vient avec son téléphone portable, on prend les photos, tout et tout, et on fait un gros commentaire là-dessus. On dit que voilà, l'université Denis Sassou Nguesso, bientôt ça va disparaître. Non, c'est un fake news, je pense. Par contre, oui, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir de ceci qui a pu peut-être abîmer une partie d'un bâtiment ou comment, mais on peut pas généraliser pour dire que toute l'université là, qui est sur des hectares et des hectares, va être construite là, ça fait 2 ans, qui va être complètement détruite. Non. Mais la personne la mieux placée, si vous n'arrivez pas à joindre le ministre de la Communication, Thierry Mungala, je pense que l'enseignement supérieur a un ministre. Hein. Mais vous savez que le Congo a un petit souci. Monsieur Bruno Itoa. Monsieur Bruno Itoa, vous avez son numéro de téléphone partout, vous allez sur... voilà. Vous l'appelez, vous dites que nous voulons vérifier telle information. Ça relève de votre département, de votre ministère. Est-ce que c'est vrai que l'université Denis Sassou Nguesso est prête à s'écrouler ou elle est détruite ou bien elle ne sera plus? Voilà. Il va vous répondre, c'est l'autorité, c'est la voie autorisée. D'accord, on va faire ça, on va chercher, mais les informations pour le ministère de la Communication, c'est dans tous les domaines, c'est pas des domaines précis. Je vous poserai une autre question, c'est aujourd'hui, il y a au Congo un phénomène, c'est les Congolais, depuis les indépendances, n'arrêtent pas de vilipender tous les présidents. On a connu Youlou est parti, mais vraiment très mal. On a eu Massama Deba, il est parti chassé par les Congolais. Est-ce qu'à un moment donné, pratiquement tous nos présidents sont partis parce qu'ils ont été chassés par le peuple. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi, de la part de la population, et je parle là des cadres, une responsabilité qu'il faut assumer? Je vous dis pourquoi, parce qu'il y a un sujet qui nous intéresse. On a vu quand même, à partir des années 2000, une inflation des salaires des cadres, des parlementaires. Sassou 1, on était, je crois, à 300 000 pour les parlementaires. Et là, on est passé au-dessus de 5 millions. On a des cadres qui touchent 11 millions, qui touchent 8 millions. Est-ce que le Congo a les moyens de ces salaires? Est-ce qu'on n'est pas en train de devenir comme des Américains avec des moyens que nous n'avons pas? Monsieur Kayous, il me plaît de vous rappeler une évidence occurrentielle. Il n'y a aucun salaire qui est resté stable dans n'importe quel pays du monde. Oui. Et encore moins au Congo. On prend les 20 dernières années, 2000, l'an 2000. Dites-moi un seul salaire qui est resté stable de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi? Mais parce que la vie a un coût. Le coût de la vie augmente d'année en année. En France et dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle le SMIC, salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ce salaire est augmenté 2 fois par année par rapport au coût de la vie. L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, mesure l'augmentation des prix sur le marché, informe le gouvernement que le coût de la vie a augmenté de tant pour cent. Et le gouvernement, il lui appartient d'augmenter les salaires une fois l'année. Avant, c'était le 1er juillet. Maintenant, c'est le 1er janvier, en début d'année. On augmente les salaires des travailleurs en fonction de l'augmentation de l'indice de l'IPC, indice de prix à la consommation. Bien. Tous les salaires dans tous les États du monde entier, on les augmente chaque année. Vous ne pouvez pas dire que le niveau de vie de l'an 2000 est le même que le niveau de vie en 2020. Mais vous comprenez quand même que ça choque les Congolais. Oui, ça peut paraître un peu exorbitant pour dire qu'on est passé de 300 000, maintenant c'est 1 million, c'est 5 millions, c'est 12 millions, etc. Mais le coût de la vie a augmenté, il est tout à fait normal. Bon. Ça c'est un. Deuxièmement, les responsabilités qui sont les leurs ont aussi augmenté. À l'époque, on avait combien de sénateurs, on avait combien de députés. Aujourd'hui, on en a combien? Avec quel cabinet? Avec quelle responsabilité? Donc, ça augmente aussi. Ensuite, il faut savoir que nous étions en l'an 2000, quel type de pays? Avec quel budget? Aujourd'hui, nous sommes quel type de pays? Avec quel budget? Avec combien de ministères? Avec combien d'entreprises? Etc. Donc, le niveau du développement socio-économique est aussi proportionnel, sinon varie en fonction les salaires vont de pair avec le niveau du développement
économique aussi d'un pays. Dans ce cas, Ici, chez vous, en Grande-Bretagne, là-bas, vous n'allez pas me montrer un seul prof, un seul ingénieur, un seul médecin qui, depuis 5 ans, a un salaire identique. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on tient compte du développement de la vie, du coût de la vie. Donc au Congo aussi, c'est la même chose. D'accord. Donc on peut imaginer que les infirmières et tous les bas salaires congolais, eux aussi, verront leur salaire progresser comme ceux des autres. Alors, ça m'amène à vous poser une autre question, c'est le cumul des postes pour les députés. Est-ce qu'il y a au Congo une loi qui a été votée, je pense qu'il devrait en avoir une, qui interdit le cumul des postes, parce qu'on voit bien que des députés peuvent occuper d'autres fonctions et rester en poste alors qu'ils ont derrière eux un adjoint qui peut occuper leur poste. Est-ce que c'est permis? Normalement, il y a une loi là-dessus qui interdit le cumul. Oui. Normalement, il y a une loi là-dessus qui interdit le cumul. Mais on voit qu'il y a beaucoup. Nous, on a fait un petit calcul, mais qui n'est pas vraiment représentatif. Il y a quand même à peu près 34 ministres. Et sur 34 ministres, les députés sont toujours en poste, tout en étant à leur place. Ce n'est pas à nous, mais quand vous voyez la population qui pose ce genre de problème et qui se disent qu'il y a en face des injustices qui peuvent être réparées, qui ne leur permettent pas de dire que pourquoi seulement... En France, le débat aussi est lancé sur les bas salaires. Est-ce que chez nous, il n'y a pas aussi un débat sur la revalorisation des bas salaires? Alors, le débat sur la revalorisation des bas salaires est un débat légitime, oui. Et puis vieux comme le monde. Mais seulement ce débat-là, aujourd'hui, il est inopportun. Pourquoi? Inopportun parce qu'il n'est pas conforme à la santé économique et financière du pays. Vous n'allez pas demander à un gouvernement qui se trouve en récession économique, un gouvernement dont les recettes budgétaires ont diminué drastiquement, de vous augmenter les salaires. C'est inapproprié. C'est comme les enfants dans une maison. Ils savent que papa, quand il gagnait, il avait un salaire, on lui demandait de l'argent chaque fin de mois. Maintenant qu'il est au chômage, on ne peut plus lui demander de l'argent. Donc, c'est un débat légitime, oui. C'est un débat normal qui peut être posé. Mais là, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sortons du coronavirus, là, du confinement. Nous allons vers le déconfinement. Et après, tout de suite, vous le savez très bien, nous allons plonger toutes les économies nationales, depuis les États-Unis d'Amérique jusqu'à nous allons être dans ce qu'on appelle en économie la récession économique. Mais en période de récession économique, mieux vaut réfléchir pour trouver des nouvelles alternatives. Comment sortir de la récession économique? Mais on ne pensera pas tout de suite à revaloriser les salaires. On peut penser à baisser les gros salaires. Bon, ça par contre, c'est faisable. Penser à baisser les gros salaires, c'est faisable. Oui. Et moi, j'ai pensé que, effectivement, quand on est en période de crise, oui. Les gros salaires des ministres, les gros salaires des députés, les gros salaires des sénateurs peuvent quand même être plus ou moins réduits. Plus ou moins. Oui, pour permettre aux autres de pouvoir tenir. Et alors, vous aujourd'hui, en tant que PCT France, ça m'amène à la question de savoir, le PCT France aujourd'hui, c'est quoi son rôle en étant en France? C'est quoi votre rôle? Nous sommes la représentation du Parti communiste travail au Congo à l'extérieur. Deuxièmement, nous sommes là en train, lorsque nous serons en période électorale, élection présidentielle, nous constituons une force de proposition à notre parti. Et troisièmement, nous débattons avec les camarades de l'opposition qui ont aussi leur candidat à l'élection présidentielle au Congo là-bas. Ici, la France étant la plateforme, étant le fief des opposants les plus radicaux, eh bien, nous sommes là pour pouvoir confronter nos idées, notre projet de société, notre programme politique vis-à-vis de leur, et faire en sorte que notre candidature puisse gagner. Nous sommes le fer de lance du PCT, nous sommes au front. Avez-vous une main tendue envers ce que vous considérez comme les vrais radicaux? Vous avez une main tendue? Moi, je débat ici en France avec les radicaux aussi. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas radicaux. Ça veut dire qu'ils sont aussi, ils campent sur des positions, mais ils ne sont pas radicaux. Oui, mais ici, il y a deux types d'opposition en France. Il y a l'opposition qui est radicale, oui. Et qui en vient au même.
celle que je regrette toujours, et à l'opposition qui est tolérante. Nous venons de perdre un frère, paix à son âme, Marc Mapingou. C'était un opposant. Il est mort du coronavirus dernièrement, paix à son âme, disais-je. C'était un opposant, mais un opposant tolérant. On peut discuter avec lui sans en venir en main. On peut discuter avec lui sur la rhétorique, sur le verbe, sur des propos, en n'utilisant que la bouche. C'est tout. Mais on discute. Moi, j'ai débattu avec un autre opposant qui est Meno Bled. Comment vous l'appelez? Le professeur, son excellence, le ministre Charles Zachary Boao. C'est un opposant, mais un opposant tolérant. Il n'est pas un opposant radical, brutal, qui en vient, mais pas du tout. OK? Donc, il y a des gens, il y a des opposants ici, qui estiment qu'on peut échanger avec le PCT par le verbe. On est en démocratie, je pense qu'en démocratie... Voilà, c'est des démocrates, c'est des républicains. Oui. Mais malheureusement, il y a d'autres opposants qui estiment que la nuit, on peut aller casser l'ambassade du Congo, alors que l'ambassade du Congo constitue notre maison, à nous tous. Que la nuit, il faut aller casser la maison du président de la République, la maison du tel ministre, la maison de l'ambassadeur, la maison... Non, là, je ne suis pas d'accord avec eux. Et quand on fait des manifestations, il faut toujours frapper les gens. Non, on peut faire une manifestation de façon pacifique. Le PCT, quand on fait des manifestations, on fait pacifiquement. Mais quand eux, ils font des manifestations, ça se termine toujours avec des bagarres, avec des coups de poing, avec. Ça, c'est l'opposition que moi, je n'aime pas. Est-ce que ce n'est pas parce que... Je vous avais dit, oui. C'est pourquoi je vous avais dit, si nous allons débattre avec vous de façon tolérante, de façon respectueuse, oui. Il n'y a pas de souci. On appelle le chat par le chat, on discute projet de société contre projet de société, oui. Programme contre programme, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on en arrive aux injures, à ce moment-là, ça devient autre chose. Ça n'est plus un débat. En tant que pédagogue, est-ce que vous ne pensez pas que les injures sont peut-être parfois une forme d'impuissance face à la douleur et que pour certains, c'est peut-être le moyen qu'ils trouvent pour s'exprimer? Je suis d'accord, mais ils n'ont pas raison. Je suis d'accord. Mais ils n'ont pas raison. On peut faire toujours un effort de synthèse, un effort de vocabulaire pour trouver un mot approprié. Mais on peut le comprendre, bien qu'il n'ait pas raison. D'accord. Nous allons arriver à la fin, parce que je vous remercie. Vous avez vraiment été très, très gentil de répondre à notre appel et de pouvoir répondre à nos questions, mais franchement, ouvertement. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même que vous ayez cette... Je suis sûr que vous êtes conscient, mais que vous soyez aussi attentif aux cris de tous ces Congolais qui considèrent qu'aujourd'hui, notre pays, par rapport à d'autres pays, peut faire mieux. Vous êtes à l'étranger, vous voyez tout ce qui se passe, vous voyez les changements. J'aimerais vraiment que vous nous disiez, vous, président du PCT, homme, père de famille, époux, le PCT est-il vraiment conscient que les Congolais n'en veulent plus? Le PCT est conscient que son bilan social est bon. Le PCT est conscient que la stabilité du pays est due à sa présence, à sa gestion. Le PCT est conscient que toutes les infrastructures de développement socio-économique qui ont été mises en place au Congo sont dans son actif. Le PCT est conscient qu'avec lui, tous les trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, fonctionnent normalement grâce à lui. Le PCT est conscient que c'est un parti d'avenir. Le PCT est conscient que c'est le plus grand parti du Congo, le plus vieux d'ailleurs, le mieux organisé, le mieux structuré et le plus représentatif. Mais le PCT est aussi conscient qu'il y a des choses qui restent à faire. On doit améliorer notre gouvernance, on doit améliorer notre politique sur la création des emplois pour réduire le chômage. On doit améliorer notre politique sur la diversification économique pour réduire notre dépendance vis-à-vis de la facture pétrolière. On doit améliorer notre éducation pour aller vers l'enseignement digital, pour aller vers l'enseignement distanciel, vers l'enseignement en ligne. Le PCT est conscient que toute la République n'est pas couverte par les réseaux sociaux, par la télévision, par le numérique. Nous devons faire des efforts pour que nous puissions couvrir l'ensemble du pays de telle sorte que demain, avec les enseignements que nous tirons du coronavirus, du confinement et du déconfinement là, que nous puissions avoir non seulement un enseignement classique, mais également un enseignement moderne avec les outils numériques. Il faut vivre, le PCT est conscient qu'il faut vivre avec son temps. Voilà pourquoi, pour l'agenda 2021, nous avons choisi notre candidat, qui est son Excellence, le président Denis Sassou Nguesso,
comme candidat à l'élection présidentielle 2021. Et nous lui recommanderons de mettre en place des équipes diversifiées où il y aura et des jeunes et des moins jeunes pour que les jeunes amènent une vitalité nouvelle et les moins jeunes amènent leur expertise, leur expérience pour qu'ensemble, nous puissions conjuguer pour développer le pays. Vous avez cité M. Marc Mapingou, père, son âme, il est parti, il nous a laissé, mais il laisse un héritage qui est très important. Donc je ne peux pas finir cette émission sans vous poser la question. M. Mapingou s'est battu pour la libération du général Mokoko et de M. Okombi. Est-ce que vous pensez que le PCT, sur ses positions, il va camper ou, à son tour, il va être flexible et unir les enfants du Congo en libérant M. Okombi et Mokombi? Et il me plaît de te rappeler, M. Caius, oui, que le PCT n'est pas un organe judiciaire. Hein. C'est un parti politique. Oui, mais vous avez des propositions. De deux, M. Jean-Marie Michel Mokoko et M. Okombi Salissa, selon le PCT, ne sont pas des prisonniers politiques. Ce sont des prisonniers de droit commun. Ils ont été arrêtés, jugés, et la justice est passée par là. Et ils peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Tout prisonnier congolais peut bénéficier d'une grâce présidentielle. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas habilité à porter un jugement de valeur sur une décision de justice. Par contre, oui, comme tout prisonnier de droit commun, ils peuvent bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais encore une fois de plus, selon la dernière constitution que nous avons sous la main, la grâce présidentielle, comme le mot le dit, dépend, relève des compétences de seul le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Or, je ne le suis pas. Moi, je suis président seulement d'une fédération. C'est M. Denis Sassou Nguesso qui a les mains, qui a la possibilité, s'il le veut, de pouvoir les gracier. S'il le veut. Alors, monsieur Dion, je vais vous laisser le mot de la fin, tout en vous remerciant. Et franchement, je suis très heureux de vous avoir entendu. Et je pense que les auditeurs congolais qui nous ont appelés, qui nous ont dit que c'était un parti pris, c'était une publicité du PCT, que le PCT était le diable, qu'il ne fallait pas le recevoir. Nous, on reçoit tout le monde et nous pensons que le Congo ne gagnera qu'à avancer. Et avancer veut dire travailler ensemble. Et ce que nous apprenons à l'étranger, c'est que même le Front National ou le BNP en Angleterre s'asseyent à la même table que leur président et qui représentent la nation. Alors, nous vous donnons la parole. Tous ceux qui veulent venir parler peuvent venir. Monsieur Ndion, le dernier mot vous revient. Parlez aux Congolais. Merci beaucoup, Monsieur Caius, de votre ouverture d'esprit. Vous n'êtes pas un homme fermé, vous n'êtes pas un homme introverti, vous êtes un homme extraverti. Donc, vous êtes prompt au relationnel. Vous êtes prompt à l'ouverture. Ça, c'est très bien. Vous devez toujours accepter de discuter avec tout le monde. Parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses en discutant avec les gens. Oui. Les gens ont des a priori sur le PCT. Le PCT d'hier, ce n'est pas le PCT d'aujourd'hui. Nous sommes dans le 5e congrès ordinaire du Parti communiste. Il y a eu beaucoup de modifications. Et hier, le PCT avait comme doctrine le marxisme-léninisme. Aujourd'hui, le PCT a comme doctrine la social-démocratie. Donc, vous voyez, les choses changent. Donc, nous qui sommes au sein du PCT, il ne faut pas croire que tout le monde parle de la même voix. C'est faux et archi faux. Il y a des divergences d'opinion. Mais seulement, après la discussion, jaillit la lumière. Et une fois que nous avons eu des divergences d'opinion, nous avons discuté et échangé argument contre argument, nous arrivons à la fin à un compromis. C'est à ce moment-là que tout le monde redevient encore uni. Le message que je donne est le suivant. C'est un message d'espoir. Je pense que l'agenda 2021, les élections présidentielles de 2021, c'est une élection capitale pour le futur de notre pays, pour le développement socio-économique de notre pays. Nous, au niveau du PC, nous pensons qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà pourquoi dans le groupe de réflexion, voilà pourquoi le 5e congrès ordinaire du Parti communiste du travail a pris comme résolution phare de demander, c'est pas encore acquis, hein, il n'a pas encore accepté, mais de demander à son Excellence le président actuel, le président Denis Sassou Nguesso, de pouvoir se représenter. Et nous allons tout faire pour qu'il puisse accepter de se représenter. Parce que il a non seulement l'expérience, mais il va nous conduire vers la réalisation de la politique de diversification de l'économie nationale. Ça, c'est sur le plan de l'économie. Sur le plan de l'éducation, il va nous entraîner vers l'école de demain, l'école numérique, avec les tablettes numériques, avec l'école en ligne. Il va, sûr et certain, faire en sorte qu'il puisse avoir une réduction du chômage, parce que le chômage, c'est un véritable fléau chez nous. Vous l'avez dit, une seule personne qui travaille nourrit combien de personnes par famille? 40. Donc,
Il va tout faire pour mettre en place une politique de création d'emplois qui va réduire le chômage. Et l'inflation, s'il vous plaît, il sera là pour la stabilité des prix. Et le PIB ne s'en trouvera que renforcé avec une certaine croissance. Il va développer le commerce extérieur, de telle sorte que nous ne puissions pas avoir toujours un seul produit à exporter, deux produits à exporter, notamment le pétrole et le bois. Dans le cadre de la diversification économique, il va tout faire pour que nous puissions avoir un panier consistant de produits à exporter qui vont nous faire rentrer des devises étrangères capables de financer le développement économique. Donc, nous demandons une mobilisation, non seulement de tous les militants du Parti congolais du travail, mais également une mobilisation de tout le peuple congolais, de tous les partis de la majorité présidentielle, derrière le président Denis Sassou Nguesso pour sa réélection, puisque la Constitution le lui autorise, en 2021. Je vous remercie, c'était vraiment votre dernier mot de la fin. J'espère qu'on aura d'autres occasions et que bien évidemment les commentaires mais les commentaires constructifs sont les bienvenus. Nous comptons sur vous et nous espérons que vous tiendrez le cap et que le PCT sera vraiment moderne. En tout cas, ça fait débat. Sachez que vous n'avez pas que des amis, mais ce qui compte, c'est que le Congo avance et que le Congo gagne. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Allô?